Donc, on va démarrer par une première partie chiffres clés avec des éléments de diagnostic et une vidéo sur les pulsations urbaines. Petit préambule, c'est que la mobilité, ça concerne à la fois les déplacements des personnes et des marchandises. Aujourd'hui, étant donné le format restreint de ce petit-déj, on va se concentrer sur les déplacements des personnes et vous verrez qu'il y a déjà beaucoup de choses à dire. En deuxième partie, je vous présenterai les initiatives et projets en cours et on terminera par les opportunités puisque l'idée, c'est bien de ne pas rester cantonné à des éléments de diagnostic, mais de travailler aussi sur les opportunités, de les révéler pour le territoire. On commence par une première cartographie de contexte à l'échelle du territoire Flandre-Dunkerque. Donc vous voyez apparaître sur la carto les lignes TER, les différentes gares du territoire, qui constituent vraiment une force en matière de déplacement en train, donc sur l'aspect ferroviaire. Les aires de covoiturage aussi qui sont principalement implantées le long de l'A25 avec Herzl, Warmouth, Quadipre, Petite-Sainte, mais également une aire qui s'est récemment créée du côté de Bourbourg, entre la 16 et la ville de Bourbourg. Donc un développement de plus en plus important des aires de covoiturage. Évidemment, un réseau routier très dense. On a également un réseau urbain qui est le réseau Decabus sur le territoire de la CUD, un réseau de transport en commun interurbain avec les cars arc-en-ciel, donc c'est le réseau qui sillonne principalement le territoire de la CCHF. Il y a également un système de vélos en libre service, donc c'est intitulé les DK Vélos, avec 46 stations principalement localisées en cœur d'agglomération, et puis des réseaux cyclables qui sont en développement. Il faut savoir qu'on a aujourd'hui près de 240 km d'aménagement cyclable sur la CUD, et ce chiffre continue d'augmenter au fur et à mesure des années. Alors, on vous propose de vous présenter les grands résultats d'une enquête ménage-déplacement. Donc ça, c'est un travail collectif qui a été réalisé à l'agence avec Séverine Potvin sur l'analyse des données et puis Victorine Debac sur les questions de géomatique, de cartographie. Donc vous allez voir, c'est l'histoire du petit piéton qui avance sur les questions que vous vous êtes toujours posées, donc le combien, comment, pourquoi, etc. Donc on commence par le combien, avec ce chiffre important à retenir qui est 1 million de déplacements. Chaque jour, la population du SCOT effectue plus d'1 million de déplacements, donc ce qui fait en moyenne 4,2 déplacements par jour et par personne, ce qui est quand même conséquent. Euh, un peu plus de déplacements sur le secteur urbain de la CUD que sur le secteur périurbain rural de la CCHF. Et puis un deuxième chiffre à retenir qui est le chiffre de 93% de flux de déplacement interne. Donc là, on voit bien que quand on parle du territoire du SCOT, on est bien sur un territoire cohérent avec l'ensemble des déplacements qui sont quasiment réalisés sur ce territoire, en tout cas presque 93%, ce qui est quand même conséquent. Je disais, les flux de déplacement sont plus importants sur le secteur urbain. C'est aussi parce qu'en milieu périurbain rural, les habitants cherchent de plus en plus à optimiser leurs déplacements. Ça, c'est quelque chose qu'on remarque de plus en plus dans les enquêtes ménage-déplacement. Par exemple, prendre le pain sur la route ou déposer les enfants à l'école avant d'aller travailler. Ça, c'est une optimisation des déplacements qui est de plus en plus importante. On enchaîne avec la deuxième question qui est le comment. Donc là, sans surprise, vous voyez que l'usage de la voiture prédomine avec près de 2 tiers des déplacements. Donc là, petite précision, on est sur des données de l'enquête ménage de 2015 qui sera réactualisée prochainement, on espère aux alentours de 2021-22. Donc un usage important de la voiture. Pour vous donner une idée, on a cumulé l'ensemble des kilomètres faits en voiture en une journée sur le territoire Flandre-Dunkerque et on a obtenu le chiffre impressionnant de 6 800 000 kilomètres, ce qui correspond à 171 fois le tour de la Terre. Donc vous avez un peu une idée des flux de déplacement qui sont de plus en plus importants. Plus de la moitié des déplacements sont faits en voiture et sur une distance de moins de 3 kilomètres. Ça, c'est aussi un chiffre important à retenir, puisque ça veut dire que sur des déplacements faibles où on pourrait utiliser le vélo, les transports en commun, on utilise quand même la voiture sur le territoire, donc un usage vraiment marqué. Évidemment, le bus gratuit a complètement révolutionné les pratiques de mobilité dans le territoire de la CUD. On est aujourd'hui à plus 85% de fréquentation et ce chiffre continue d'augmenter. Alors évidemment, là, il y a la période Covid
qui a fait largement baisser les chiffres de fréquentation partout, d'ailleurs partout en France, mais ce chiffre est quand même en augmentation progressivement grâce à la mesure gratuité qui a vraiment révolutionné les pratiques de mobilité sur le territoire. Vous signalez aussi l'importance des déplacements à pied, qui représentent quand même 25%. C'est pas négligeable. On peut aussi travailler sur une vraie problématique des déplacements piétons, puisque là, c'est les déplacements qui sont faits intégralement à pied en plus. Donc, sachant que le piéton est aussi usager, enfin, on utilise aussi la marche à pied pour l'intermodalité, par exemple. Donc, en vérité, c'est encore plus que 25%, mais voilà, c'est quand même révélateur d'une part importante avec un véritable sujet. Vous signalez aussi la faible utilisation du vélo. On est à peine à 2% des déplacements. Donc là, encore une fois, c'est une opportunité de développer ce type de pratique. On continue avec la troisième question qui est le pourquoi. Alors là, les motifs de déplacement sont très diversifiés, hein. Vous voyez sur le graphique qui parle de lui-même. Les motifs sont essentiellement tournés vers le domicile, puisque trois quarts des déplacements sont en lien avec le domicile. C'est généralement ce qu'on observe dans les enquêtes ménage-déplacement. Sauf que depuis les précédentes enquêtes, en fait, la part des déplacements secondaires, c'est-à-dire les déplacements qui n'ont aucun lien avec le domicile, eh ben, cette part, elle est en augmentation. Elle était de 19% en 2003 et elle est passée à 24% en 2015. Donc, on constate vraiment cette optimisation des déplacements de plus en plus. Je disais tout à l'heure, prendre du pain sur la route ou faire une course vraiment sur la route. Euh, donc c'est un quart de déplacement optimisé. Et pour vous donner une idée, on a fait un focus sur les déplacements domicile-travail. Cette part, elle représente 14%. Mais quand on regarde vraiment la part des déplacements domicile-travail, y compris les domiciles-travail indirects, c'est-à-dire je vais déposer mon enfant à l'école avant d'aller au travail, par exemple. Donc là, il y a deux déplacements, mais la finalité, c'est bien le travail. Et bien, on obtient cette part de 18%. Donc il y a vraiment plus de déplacements domicile-travail qu'on ne pensait à la base. Donc évidemment, en cette période tous confinés, tous à domicile, ces déplacements domicile-travail sont très peu nombreux, mais voilà, sur le territoire du Scott, en général, ça représente environ 18%. On enchaîne avec le où. Alors là, c'est ce qui concerne les flux de déplacement. Donc vous voyez essentiellement polarisé sur le cœur d'agglomération, aussi parce qu'il y a beaucoup plus de monde, hein, sur le territoire de la CUD, par exemple, avec 760 000 déplacements quotidiens, qui concentrent trois quarts des déplacements. Donc vous voyez un petit peu les flèches de flux de déplacement entre les premières, deuxième couronnes du Scott. Je ne veux pas rentrer dans le détail, simplement vous signaler aussi que l'interdépendance entre la CUD et la CCHF est importante et ressort dans les chiffres, puisqu'on a 60 000 flux quotidiens entre ces deux territoires, donc vraiment une interdépendance. Alors la question qui, là c'est plutôt sur les profils des usagers des différents modes. Donc là je ne vais pas rentrer dans le détail, simplement retenir que en fait c'est vraiment la distance à parcourir, mais aussi les habitudes qui vont conditionner le choix des différents modes de transport. Savoir aussi qu'il y a des déplacements intermodaux, c'est-à-dire j'utilise plusieurs modes de transport. Par exemple, je vais en trottinette jusque la gare, je prends le train et je finis à pied ou en trottinette, par exemple. Ça, c'est des déplacements intermodaux. Donc là, on a dans cette enquête, on a beaucoup d'informations sur le qui utilise les différents modes. Donc, par exemple, sur les conducteurs de la voiture, on sait que 2 conducteurs sur 3 sont en activité et sont âgés de 35 à 64 ans. Donc, on peut définir des profils au niveau des usagers des différents modes. On termine par les dynamiques de déplacement. Donc là, c'est tout ce qui concerne les distances. Vous voyez qu'un déplacement moyen sur le territoire du Scott, c'est environ 7 km. Un peu moins sur le territoire de la CUD, forcément, puisque les distances sont moins importantes à parcourir, donc de l'ordre de 6 km, et 10 sur le territoire de la CCHF, ce qui s'explique logiquement par des distances plus importantes. Donc vous voyez la cartographie de répartition des distances moyennes. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la deuxième couronne, donc au sud du Scott, elle fonctionne un petit peu comme je dirais la première couronne, et même des communes de la CUD telles que Brédune, qui sont déjà finalement du périurbain, plutôt, enfin en tout cas en périphérie du cœur d'agglo, avec des distances aussi de l'ordre de 10 km.
Ça nous donne l'idée qu'il y a en fait un véritable potentiel de développement des alternatives à l'usage individuel de la voiture. Je le disais tout à l'heure, les déplacements de faible distance sont aussi faits en voiture. Donc là, sur des distances telles que celle-ci, on peut largement penser au vélo, au transport en commun, au covoiturage. Donc tout ça, on le verra dans les opportunités pour le territoire. On enchaîne avec les pulsations urbaines. Donc les pulsations urbaines, c'est les différents rythmes du territoire. En fait, l'idée, c'est d'analyser plus finement les mouvements. Vous avez vu tout à l'heure les flèches. Là, c'est vraiment de rentrer dans le détail. Quels sont les secteurs qui sont attractifs? Où sont les secteurs résidentiels? Puisque vous allez voir en fait une animation. On vous a préparé une vidéo et là, je remercie Joachim pour le montage et la réalisation de cette vidéo qui va vous montrer en fait les différents flux de déplacement sur le territoire. Petit préambule, vous voyez sur le PowerPoint la cartographie à droite, cartographie qui est très colorée. C'est les différents secteurs de tirage du territoire. Puisqu'en fait, à la base, c'est une enquête sur 7000 personnes. Et sur chaque secteur de tirage que vous voyez apparaître, il y a au moins 160 personnes qui ont été enquêtées. Donc, on a des données qui sont statistiquement fiables. Et ce découpage, vous allez le retrouver dans la vidéo. Donc, je vais vous passer la vidéo. Donc la vidéo complète. Donc vous voyez, c'est les différents rythmes du territoire. Vous avez une pendule en haut à gauche qui vous montre un petit peu l'animation au fur et à mesure de la journée. Donc là, ça passe très vite, mais on va venir en détail commentaire par commentaire. Donc là, vous voyez, on est déjà arrivé à 9 h du matin avec l'heure de pointe qui est passée, 11 h. Les déplacements du midi jusqu'à 13 h. Donc là, on est à 14 h. Et vous voyez dans l'après-midi les flux qui se rééquilibrent jusque dans la soirée. Donc là, rassurez-vous, ça a passé très vite, mais vous avez quand même vu les différents secteurs du territoire qui ont gagné en population et d'autres qui ont perdu au fur et à mesure de la journée. Donc on va vous commenter point par point. Donc là, Joachim, je te propose de passer à la première séquence sur le 3 h du matin. Merci beaucoup. Donc on commence à 3 h du matin. La majorité des habitants sont à domicile, en train de dormir paisiblement. Certains sont au travail, notamment dans les secteurs industriels du port et dans les zones d'activité qui fonctionnent en 3-8. On considère que c'est le T0 des pulsations urbaines du territoire Flandre-Dunkerque. Vous allez voir, les premiers mouvements apparaissent très tôt, dès 4 h du matin, notamment pour les déplacements domicile-travail des salariés qui embauchent en général à 5 h pour les travailleurs postés. Donc, on peut avancer jusqu'à 4 h du matin. Donc là, on est à 4 h, vous voyez, sur les zones du port, sur la zone industrielle des Deux-Saintes aussi, sur la zone d'activité du Birundik à Bierne, toutes ces zones voient leur population augmenter. Donc 4 h, c'est très tôt, mais comme je le disais, ça commence avec les travailleurs postés. On constate également des arrivées dans le secteur de Gravelines, c'est probablement pour la centrale nucléaire, avec également des horaires très tôt le matin. On peut avancer jusqu'à 6 h. Donc vous avez vu, jusque 6 h, la tendance se poursuit, particulièrement vers le port central. On constate également des déplacements vers les gares du territoire, donc principalement Dunkerque, mais également Bergue, avec un afflux important vers la gare jusque 6 h, de 6 h à 8 h. Donc on avance entre 6 h et 8 h justement, et là, c'est vraiment la partie la plus impressionnante. On est en début de l'heure de pointe. Vous avez vu à quel point les secteurs gagnants de la population, donc principalement situés sur le cœur d'agglomération et dans le territoire portuaire, se sont gonflés. En fait, vous voyez, à chaque fois qu'il y a une hausse du secteur, c'est qu'il y a un afflux massif de population. Donc ces secteurs, ils ont gagné en population évidemment puisqu'ils concentrent les emplois, ils concentrent aussi par exemple les activités scolaires pour le cœur d'agglo, et évidemment le port qui est très attractif d'un point de vue emploi. Donc ça, c'est le début de l'heure de pointe. Et vous voyez aussi, c'est impressionnant à quel point les secteurs, on va dire, périurbains et ruraux du territoire du SCOT et aux alentours se sont vidés. Vous voyez le secteur du Pas-de-Calais qui apparaît à gauche. C'est vraiment, c'est essentiellement un secteur résidentiel puisque tous les habitants de ce secteur sont partis ailleurs pour différents déplacements, principalement à cette heure-là pour le travail. Donc on peut avancer. Donc là, on arrive à 9 h. Donc les secteurs se sont vidés.
à 9 heures, c'est les derniers salariés des entreprises qui arrivent au bureau. On note également l'attractivité des zones commerciales, notamment à Grande-Synthe, dans le secteur du Puy-Touc, puisque sur ce secteur, vous avez à la fois la zone d'activité des Deux-Saintes, mais également en limite du secteur, vous avez le Puy-Touc avec notamment le centre commercial qui est aussi un des principaux générateurs de trafic. Et dès 9 heures, on le voit bien ressortir sur l'animation. Donc on peut poursuivre entre 9 heures et 11 heures. Donc la population se déplace assez peu dans la matinée puisque tous les habitants ayant une activité contrainte, par exemple le travail ou l'école, eh ben, ils sont occupés par cette dernière. Les secteurs qui continuent de gagner en population sont essentiellement situés en cœur d'agglomération, autour de Gravelines, avec des déplacements pour les soins, les démarches administratives ou les achats, par exemple. C'est un motif qui ressort bien aussi en milieu de matinée. Donc on va avancer vers les déplacements du midi. Donc vous avez vu, là on est déjà arrivé à 13 heures. En fait, le midi, on a vu des mouvements de retour à domicile ou alors de changement de secteur, principalement pour se restaurer. Donc, vous allez voir aussi, entre 13 heures et 14 heures, les retours au poste de travail, les retours au bureau. Donc là, on peut avancer. Donc, on est arrivé à 14 heures. Vous avez vu le cœur d'agglomération qui s'est regonflé à son niveau normal du matin. Donc, c'est toujours impressionnant de voir à quel point les secteurs périurbains se sont vidés. Et ensuite, l'après-midi, on va constater principalement des déplacements non contraints, donc dans l'après-midi, un peu sur le modèle du matin. Puis la tendance s'inverse. Donc vous avez vu les retours à domicile, ils ont commencé vers 16 heures, les premiers retours à domicile. Et là, sur l'animation, on est arrivé à 18 heures. Vous voyez que les flux de population ont vraiment commencé à se rééquilibrer dans le sens inverse par rapport à celui du matin. Beaucoup de secteurs résidentiels reviennent progressivement à leur niveau normal de population. Vous voyez le secteur du Pas-de-Calais, par exemple, qui a vraiment remonté. La première et deuxième couronne du Scott aussi, qui sont remontés déjà à 18 heures. Et on va continuer d'avancer après 18 heures. Donc là, nous sommes à 21 heures. Les retours à domicile se sont poursuivis entre-temps et continuent de se poursuivre. Vous voyez que la tendance s'est complètement inversée. C'est les secteurs plutôt résidentiels qui se sont remplis. Certains secteurs sont quand même restés très attractifs, notamment en centre de Dunkerque ou sur la Digue, par exemple, qui ressort pas mal. Donc on pense que c'est pour des fonctions de loisirs, de restauration, qui durent un peu plus longtemps en soirée. Et enfin, on constate encore quelques mouvements dans la soirée avant de revenir au T0, c'est-à-dire 3 heures du matin. Donc là, nous sommes revenus au T0. Donc, vous avez vu maintenant, vous avez toutes les clés de lecture des pulsations urbaines. On vous propose peut-être de repasser une fois complètement la vidéo, Joachim, pour qu'on puisse suivre l'animation complète. Donc, 24 heures en 30 secondes, c'était notre défi. Donc là, on est à 3 heures du matin. On avance jusqu'à 4 heures. Des déplacements vers les zones d'activité du port jusqu'à 6 heures. Ensuite, l'heure de pointe jusqu'à 8 heures vers le cœur d'agglo, qui continue jusqu'à 9 heures avec les dernières arrivées. Des déplacements non contraints dans la matinée. Un retour à domicile le midi. Et l'après-midi, la tendance qui va s'inverser progressivement pour les retours à domicile vers les zones plutôt résidentielles et une attractivité sur certains secteurs en soirée. Super, merci Joachim d'avoir partagé la vidéo, tu nous as sauvés. Avec plaisir. Donc je vais repartager le contenu du PowerPoint. Donc voilà pour cette première partie diagnostic où l'idée c'était de vous montrer les grands chiffres clés et de voir les différents secteurs du port, du territoire, comment fonctionnent en fait les rythmes du territoire Flandre-Dunkerque. Donc on va en discuter, je pense que ça a suscité beaucoup d'interrogations. N'hésitez pas à poser vos questions sur le fil de discussion. Je vous propose de passer rapidement, puisque l'heure avance vraiment, à la deuxième partie de la présentation. Donc là, ça concerne les initiatives et projets en cours. Donc là, comme je le disais, l'idée, c'est pas d'être exhaustif, c'est de vous donner un petit peu l'actualité des différents projets.
On commence par le PLUI HD, parce qu'en matière de mobilité, c'est assez fort ce PLUI HD, puisqu'il a valeur de plan de déplacement urbain. En fait, c'est vraiment un document intégrateur du volet habitat et déplacement. Et là, on travaille sur l'articulation urbanisme-transport, c'est-à-dire de développer autour des stations de mobilité. Donc, vous voyez la cartographie s'afficher. Donc ça, c'est un travail en cours, un travail également porté par les élus du territoire, sur l'idée de travailler au plus fin sur l'urbanisme et le transport et de lier au mieux les deux. Donc, la deuxième initiative dont je voulais vous parler, c'est l'Observatoire des villes du transport gratuit. Donc là, c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup, qui nous intéresse à l'agence. On a lancé un observatoire des villes du transport gratuit avec l'idée de suivre au niveau national et aussi dans d'autres pays le phénomène gratuité. Donc, vous voyez aujourd'hui cette cartographie des 35 villes du transport gratuit, qui est en cours d'évolution d'ailleurs, puisque beaucoup de maires ont été élus sur la mesure gratuité en France. Donc on suit ça de près. J'ai vu que Vanessa était connectée aussi dans les participants, donc n'hésitez pas si vous avez aussi des questions sur cet observatoire, sur les travaux qu'on mène, sur les indicateurs par exemple. On pourra en discuter dans dans la partie échange. Je vais pas le temps, je vais pas trop m'étendre dessus puisque sinon on va dépasser le timing. Je continue avec un projet dont je voulais vous parler aussi, c'est la stratégie mobilité de la CCHF avec évidemment la volonté de se doter d'une véritable stratégie et de développer aussi les alternatives à la voiture. Donc là, on a travaillé sur un premier diagnostic et puis déjà des plans d'action qui en découlent avec, par exemple, un axe sur le covoiturage avec l'idée de développer des aires aussi au-delà de la 25, il y a des besoins. On a par exemple identifié des aires de covoiturage informel qui ne sont pas forcément estampillés département du Nord, mais qui mériteraient aussi quelques aménagements. Donc c'est vraiment dans la stratégie et tout ça, c'est aussi porté politiquement du côté de la CCHF. Donc c'est très bien. Un autre projet que vous connaissez peut-être, c'est le projet Transmobile. Donc là, c'est l'idée de développer la mobilité transfrontalière sur le territoire. Donc c'est le territoire du Westhoek en Belgique et la Flandre française. Donc, sur le territoire de la CCHF, il y a 4 hubs qui sont identifiés. C'est Berg, Esquelbecq, Watt et Onscott. Donc, l'idée, c'est vraiment de développer les mobilités autour de ces hubs pour offrir des nouvelles solutions de déplacement et des alternatives à la voiture. Donc, on est essentiellement sur les abords des gares et sur Onscott avec un hub transfrontalier. Il y a aussi une analyse transfrontalière dans ce projet, et d'ailleurs ça fait écho au travail mené dans le cadre de Parton, qui a été évoqué à plusieurs reprises dans d'autres petits-déj de Lagure, travail sur l'analyse transfrontalière que vous pouvez consulter sur le site internet de l'agence. Et donc pour les travaux de Transmobile qui sont en cours, ce sera aussi prochainement disponible. Autre initiative, je passe très vite, c'est le plan vélo de la CUD. Vous avez sans doute répondu au questionnaire, c'était jusqu'au mi-octobre, pour faire l'état des lieux des pratiques cyclables et des points noirs sur le territoire. Donc là, tout est bien remonté. Ça fait suite à la démarche DK+ de vélo. L'idée, c'est de se doter d'un véritable plan vélo à l'échelle CUD, de développer encore les aménagements, je disais tout à l'heure 240 km, de continuer, de poursuivre les efforts pour augmenter aussi la part modale du vélo. Donc ça, c'est vraiment aussi intéressant pour nous d'un point de vue technique de travailler là-dessus, puisque on sent que c'est un sujet qui est porté. Et donc, c'est aussi pour les usagers de développer la pratique cyclable. On retrouve le même type de démarche à l'échelle de la CCHF avec un schéma directeur cyclable. Donc là, c'est un peu plus forcément périurbain, rural. Les distances sont plus importantes à parcourir, mais c'est pas impossible à vélo. Vous voyez cette cartographie, par exemple, du relief. Donc là, ça fait écho aussi à d'autres petits-déj, par exemple, sur les pieds de coteaux. On voit bien le relief des pieds de coteaux ressortir. Donc des distances à parcourir, mais finalement un territoire qui est assez plat, hormis sur le secteur de Watt, donc des déplacements à vélo qui se font très bien, voire à vélo électrique si les distances sont trop importantes. Donc là, sur le modèle du plan vélo, il y a un questionnaire qui a été lancé. Donc là, vous pouvez encore y répondre pour tous les habitants de la CCHF.
sur l'enquête mobilité pour co-construire un plan vélo. Voilà pour la deuxième partie avec un petit peu les projets en cours et les initiatives. On pourra développer dans la partie échange. Je vous propose d'enchaîner tout de suite sur la troisième grande partie de cette présentation qui concerne plutôt les opportunités. Puisqu'on disait, l'idée du petit déj, c'est pas de rester sur des constats de diagnostic, c'est aussi de pouvoir vous présenter les opportunités. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je prends un petit peu d'eau quand même. Donc la première grande opportunité, vous en avez sans doute entendu parler, c'est la loi LOM, donc la loi d'orientation des mobilités. Donc cette loi, elle a été promulguée en décembre 2019, donc elle est déjà bien en vigueur. Elle offre des possibilités au territoire, donc principalement les communautés de communes, qui aujourd'hui, en grande majorité, ne sont pas autorités organisatrices de la mobilité. Et bien, cette loi, elle offre la possibilité de se saisir de la compétence pour mettre en œuvre une véritable politique. Donc, il faut savoir qu'il y a environ 900 communautés de communes en France qui vont devoir se positionner. L'échéance, c'est le 31 mars 2021. Ça va arriver très vite, surtout dans ce contexte si particulier, ça va arriver vraiment vite. Et donc la CCHF travaille, nous on les accompagne sur les opportunités de la loi LOM. Donc par exemple pour développer les réseaux cyclables, le transport en commun, le covoiturage, etc. De se saisir véritablement de la compétence. Et donc on va travailler ce mois-ci d'ailleurs dans les ateliers projets de territoire pour définir plus précisément les opportunités et comment la CCHF peut se positionner. Deuxième opportunité, c'est encore une fois la loi LOM. C'est en fait tout ce qui concerne parce que la loi LOM, c'est quand même une révolution des mobilités. Il y a plein de mesures. Je n'ai pas le temps de tout vous détailler, simplement une mesure un peu symbolique, c'est la suppression du stationnement motorisé dans les 5 mètres en amont des passages piétons. Donc pour tous les nouveaux aménagements à partir d'aujourd'hui, enfin, même à partir de la promulgation de la loi, et tous les aménagements anciens à refaire avant 2026, donc c'est-à-dire que le stationnement devra être supprimé. Ça, c'est une véritable opportunité pour le territoire, même si ça peut paraître une contrainte, hein, on va devoir supprimer du stationnement aux abords des passages piétons. En vérité, ça va créer donc déjà une meilleure visibilité pour les piétons, évidemment. Vous voyez les schémas qui sont assez parlants. Mais aussi, c'est une opportunité dans le sens où tout ça, ça va faire des micro-espaces publics. Et vous savez qu'à l'agence, on est très intéressé par ce travail sur l'espace public. Pourquoi pas végétaliser sur des anciennes places de parking ou alors aménager des arceaux vélos. Enfin, il y a plein de choses envisageables sur ces opportunités qui nous sont quelque part offertes, même si on pourrait croire que c'est une contrainte dans un premier temps, c'est une véritable opportunité pour le territoire. On enchaîne avec le réseau cyclable, là j'en ai pas mal parlé dans la présentation. Donc on fait des efforts, mais il y en a encore beaucoup à fournir, puisque vous voyez cette cartographie OpenStreetMap des différents aménagements et itinéraires cyclables à l'échelle internationale. Donc vous voyez qu'on en a quand même un petit peu dans la région, mais on en a quand même beaucoup moins que les pays nordiques en général, surtout le Pays-Bas, la Belgique par exemple, même plus haut, mais là on ne voit pas sur la carte. On s'en est inspiré aussi lors d'un voyage d'études à Groningen, dans le nord des Pays-Bas, où on a vu que le réseau cyclable était vraiment très développé, très fonctionnel. Donc ça, on en fait une véritable opportunité pour le territoire. L'idée, c'est donc de sensibiliser les élus qui sont déjà en grande partie sensibilisés, mais de continuer à travailler sur le développement des infrastructures cyclables, puisque c'est vraiment essentiel sur ce territoire. Et comme je le disais tout à l'heure, on est sur un territoire plat qui est largement similaire à la Belgique, aux Pays-Bas par exemple. C'est la continuité du territoire. Or, nous, on est actuellement à 2% des déplacements à vélo. Eux, ils sont plutôt à 15-20% dans la part modale. Donc, il y a quand même, encore une fois, une opportunité à saisir. On continue avec une autre opportunité qui est la mobilité électrique. Même si on en parle de plus en plus, c'est vrai que le territoire Flandre-Dunkerque est un petit peu sous-équipé en bornes de recharge. Il y a quand même des initiatives qui sont faites en faveur de l'électromobilité. On pense par exemple au Midibus, on pense aux achats de véhicules électriques par la CCHF. Il y a également le développement des bornes sur le territoire par le SIECF, donc là en milieu
périurbain, rural, ça se développe fortement dans les communes de la CCHF. Et sur la CUD, c'est aussi développé, mais plutôt par les privés pour l'instant, sur les parkings de centres commerciaux, sur les nouveaux parkings aménagés, par exemple. Mais donc, il y a une véritable opportunité. Il y a d'ailleurs une étude des perspectives de déploiement qui est en cours avec Enedis. Donc, au niveau de l'agence, on travaille sur un petit peu le développement de l'électromobilité, voir comment on pourrait favoriser l'implantation des bornes, par exemple. Donc, ça, c'est une véritable opportunité, puisqu'aujourd'hui, il y a seulement moins d'1% des véhicules qui roulent à l'électrique, mais c'est vraiment un sujet émergent. Et on l'a vu dans le rendez-vous de la mobilité innovante, auquel vous avez peut-être participé, donc c'était l'année dernière, sur le rendez-vous de la mobilité électrique, où on a aussi révélé les opportunités en termes de déplacement plus propres, donc notamment la voiture électrique, mais aussi tous les modes de transport électriques, par exemple les trottinettes, les gyroroues, etc. Une dernière opportunité que je voulais vous présenter aujourd'hui, même si je ne veux pas m'étendre sur le sujet, puisque ça fera l'objet d'un rendez-vous spécifique. Donc, d'ailleurs, j'en profite pour tous vous inviter. On n'a pas encore la date précise, mais ce sera la première quinzaine de février. Donc, c'est évidemment la mobilité hydrogène, dont on parle de plus en plus souvent. Cette mobilité hydrogène qui est vraiment quelque part un vecteur d'avenir, même si on comprend de plus en plus que c'est dans un premier temps pour la mobilité lourde, puisque la technologie hydrogène a besoin d'être rentabilisée avec du transport lourd dans un premier temps. On voit qu'il y a déjà des réseaux de transport en commun qui utilisent la technologie hydrogène, par exemple à Artois-Gohelle, donc du côté de Béthune, pas très loin de chez nous. Et donc l'hydrogène, on considère que pour le coup, c'est une véritable opportunité. Euh, donc, comme je le disais, on en parlera plus en détail dans le rendez-vous de la mobilité innovante qui aura lieu au mois de février. Donc j'en ai terminé avec ma présentation. Je vous propose de passer à la partie question-échange.